Ken. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Un mot d'abord sur ce que vient de nous expliquer Raphaël Enthoven sur cet hommage national où la présence notamment d'élus et en partie de la France Insoumise et notamment de Mathilde Panot fait débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cela devrait même pas faire débat. Effectivement, c'est indécent de voir quelqu'un qui, en réalité, passe son temps à faire monter, en réalité, l'antisémitisme en France, sous couvert d'un antisionisme, comme vient de dire Raphaël Enthoven, vouloir participer à cet hommage qui est, un moment où la France doit se rassembler, où le monde entier doit se rassembler pour se rendre compte qu'effectivement, non seulement le terrorisme tue de nouveau, mais que l'antisémitisme a de nouveau tué. C'est le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. Et donc, effectivement, sa présence serait extrêmement malvenue. Mais est-ce que vous regrettez qu'à nouveau une polémique, comme c'était le cas déjà lors de la Grande Marche contre l'antisémitisme, occupe une partie en tout cas des débats autour de cet hommage-là ? C'est bien évidemment, on peut que le regretter. Après, qui provoque cette polémique ? S'il y avait un minimum de décence, il ne viendrait pas. Et donc, les familles ne seraient pas obligées de demander qu'ils ne viennent pas. Mais cette décence, malheureusement, elle n'existe pas. Et donc, elle est constamment, effectivement, alimentée par la France insoumise. Je vous repose, Simone, la question que j'ai posée il y a quelques instants à Raphaël Enthoven. Est-ce que cet hommage vient un peu tard ou ce n'est plus la question désormais ? Écoutez, ce n'est plus la question, je pense, désormais. C'est important qu'il ait lieu. C'était aussi un peu compliqué, ça je veux bien le prendre en compte. Je sais que l'Élysée a beaucoup réfléchi à la modalité, au fait qu'il y avait aussi encore des personnes dont on connaissait pas le destin, des otages. Donc voilà. Maintenant, tout cela est terminé, l'hommage aura lieu et j'espère que ce sera un moment digne et surtout un moment où la nation se rassemblera et où on sera aux côtés surtout des familles. La France qui, cette semaine, a suspendu, comme d'autres capitales, le financement, sa participation au financement de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. C'est une décision qui va changer quelque chose à la fois sur le terrain et sur la manière aussi de penser l'action de l'ONU auprès des Palestiniens. Écoutez, je l'espère. On a abordé ce sujet déjà ensemble ici. La réalité, c'est que il faut savoir qu'est-ce qui est en cause. On parle donc de 12 personnes qui auraient participé au massacre du 7 octobre, membres employés donc de l'UNRWA. Il y a d'autres cas. Il y a le fait que a priori 10% des employés du staff de l'UNRWA auraient un lien avec des organisations terroristes, soit avec le Hamas, soit avec le djihad islamique. Mais en réalité, tout cela est une conséquence d'un problème bien plus profond et en réalité structurel de l'UNRWA. Encore une fois, rappelons qu'est-ce que c'est. L'UNRWA est là, en réalité, pour perpétuer le conflit, pour perpétuer en réalité l'idée que les réfugiés palestiniens, qui en 1948 étaient 750 000, qui aujourd'hui, parce que selon l'UNRWA, donc on est réfugiés palestiniens de génération en génération. De génération en génération. Encore une fois, les seuls réfugiés au monde où cela est le cas, donc passe à 5,9 millions de réfugiés aujourd'hui, qui sont au Liban, en Syrie, à Gaza, en Cisjordanie et en Jordanie, et qui auraient donc un droit de retour donc en Palestine. Mais qu'est-ce que ça veut dire en Palestine à partir du moment où vous avez des réfugiés qui sont donc à Gaza, en Cisjordanie, qui sont censés être donc des réfugiés palestiniens, entre guillemets, Palestine. Donc l'idée, c'est que c'est devenu une sorte d'arme, en réalité, pour éliminer clairement Israël. Et donc ce n'est donc pas surprenant qu'on apprend cela dans les écoles
dans les manuels scolaires des écoles de l'UNRWA, et que toute une génération, il y a des centaines de vidéos qui existent, vous pouvez regarder sur Google, que des centaines d'enfants, de milliers d'enfants pensent que Israël doit être éliminé, qu'ils ont leur droit de retour pour revenir en Grande Palestine. Et donc si je vous comprends bien, Simone, il ne faut pas réformer l'UNRWA, il faut fermer l'UNRWA. Il faut refermer effectivement l'UNRWA. Et je pense s'il y a bien une chose qui aurait dû se passer le 7 octobre, c'est de tout remettre à plat. Et l'UNRWA en fait partie. L'UNRWA est un participant actif de la perpétuation du conflit. Et il y a même, pour nous, occidentaux, nous avons une responsabilité. Parce que la réalité, c'est que nous avons eu une approche totalement schizophrène. D'un côté, on le dit, on le répète, le président de la République l'a répété, on veut une solution à 2 États. Mais d'un autre côté, on finance une organisation qui a pour objectif, en réalité, de ne jamais avoir une solution de 2 États. C'est comme si la France, en réalité, finançait ce qu'on appelle des colonies, je ne vais pas utiliser ce mot ici, mais finançait en réalité quelque chose où ils sont complètement contre, pour ensuite continuellement à dire qu'ils veulent une solution de 2 États. Les deux sont totalement incompatibles. Il y a bien évidemment une schizophrénie que l'Europe, que le monde occidental a continué à avoir. Et donc, effectivement, s'il y a bien une leçon du 7 octobre, il faut tout remettre à plat. Et donc, effectivement, je pense que l'UNRWA doit disparaître. Tout remettre à plat, même si la question de la création d'un État palestinien revient sur le devant de la scène. On a lu notamment cette longue tribune de Thomas Friedman dans le New York Times qui, visiblement, est inspirée par certaines des idées en vogue. Je ne sais pas si c'est un plan Friedman ou un plan Biden. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? On a cité tout à l'heure dans le journal l'un des responsables israéliens dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui expliquait que c'était une manière de féliciter les Palestiniens pour leur action le 7 octobre. Non, mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, effectivement, si la conséquence du 7 octobre, c'est de dire on va reconnaître un État palestinien demain, ce serait une catastrophe. C'est vraiment la meilleure manière de compenser le Hamas. Je sais à quel point les différentes chancelleries européennes et américaines sont extrêmement inquiets du fait que dans les sociétés palestiniennes, il y a une radicalisation, etc. C'est vraiment la meilleure manière. C'est un prix au terrorisme, finalement. Bien sûr, c'est un prix au terrorisme. Et donc, effectivement, je pense que ce serait une grave erreur, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas à un moment arriver à une solution pacifique. 2 États, pas 2 États, des États démilitarisés, mais même ça, je veux dire, il y a 1 million de petites choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant combien de temps? Voilà, pendant combien de temps? Il y a beaucoup trop de détails. On dit en anglais « the devil is in the detail ». Donc, on peut faire des grandes déclarations, mais tout est à voir. Mais donc, effectivement, par contre, aujourd'hui, de dire qu'il faut un État palestinien demain, je pense que c'est une manière de récompenser le terrorisme, et ce serait une erreur. On a aussi entendu ces dernières heures la Grande-Bretagne expliquer qu'elle était prête à reconnaître un État palestinien. Qu'en est-il à Paris? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas entendu, mais ça ne m'étonnerait pas que dans les chancelleries européennes, les mêmes questions reviennent. En tout cas, la France a affiché effectivement la volonté de continuer à avoir 2 États. Après, la question, est-ce que la France reconnaîtrait un État palestinien? Jusqu'à maintenant, elle n'a pas voulu le faire, mais j'imagine que la question se pose. Qu'est-ce que ça changerait pour Israël que plusieurs grandes capitales reconnaissent un État palestinien? Encore une fois, de quoi on parle? Un État, c'est quoi? Un État, c'est un État souverain avec un certain nombre d'institutions et donc des frontières aussi. À partir du moment, les frontières, par exemple, on parle de quelles frontières? Est-ce qu'un État dans quelle partie du territoire? Je pense que la seule chose que cela ferait, c'est ce qu'on a eu beaucoup à l'UNESCO, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont quitté l'UNESCO à un moment, ce serait une instrumentalisation des institutions internationales, parce qu'à partir du moment où vous avez un État qui est reconnu, il y a toujours un danger qu'il y ait une instrumentalisation ensuite des institutions internationales qui, pour en réalité mener la guerre différemment. Je ne suis pas sûre que c'est la meilleure manière pour amener la paix. Merci beaucoup Simone Rodin-Bezaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'IJC. À la semaine prochaine.